Il y a des choses qu'on ne croit qu'en les voyant, et même en les voyant, on doute encore. Imaginez un homme millionnaire, habitué à dominer le monde, étalé au sol, couvert de gravats, sauvé par un petit garçon pieds nus, les côtes visibles. Maintenant, imaginez cet homme regarder le bras de l'enfant et reconnaître un bracelet qu'il avait lui-même enterré 22 ans auparavant. Si vous aimez les bonnes histoires, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous tout de suite. Sinon, vous allez rater le reste de ce récit qui sent le mystère, les larmes séchées et le passé non résolu. Son nom était Balthazar Ferraz, homme d'affaires, propriétaire d'un groupe de BTP, de banques, et même, à son sens, des gens. Et ce matin gris, il sortait de son propre immeuble quand l'explosion a tout englouti. Les vitres ont volé, les voitures se sont retournées, le ciel est devenu marron de poussière et de cris. « Tenez-le » cria un pompier. Mais ce n'est pas lui qui a sorti le vieux des décombres. C'était un gamin, maigre, le visage gris de poussière, les yeux écarquillés, et un bracelet au bras gauche, bleu, en plastique bon marché, avec un nom écrit au stylo, Rafinha. Balthazar ouvrit grand les yeux. Le monde autour tournait au ralenti, comme si Dieu avait activé la caméra lente. « Où as-tu trouvé ça ?» murmura-t-il en pointant le bracelet. Mais le garçon répondit simplement « Il est tombé de mon berceau. Je l'ai jamais enlevé. » « Berceau ?» Ma mère disait que c'était le seul cadeau que mon père avait laissé. Le silence tomba, sec. Balthazar toussa, tenta de se relever, mais s'effondra à nouveau. Le garçon s'agenouilla, passa la main sur son visage et dit doucement « Calme-toi, monsieur. Maintenant, t'es sauvé. » Mais personne n'était encore sauvé. Ni le vieux, ni le garçon, ni le passé qu'ils portaient tous les deux sans le savoir. Balthazar plissa les yeux et vit de nouveau le bracelet, bleu, en plastique, et ce nom qu'il avait écrit, avant de quitter cette maternité, 22 ans plus tôt. Oui, le monde tourne, et parfois il tourne fort. Il y a des blessures qui ne saignent pas. Elles palpitent en silence, attendant le jour de s'ouvrir. Et c'est exactement ce qui arriva à Balthazar quand il se réveilla, des heures plus tard, à l'hôpital. Bras plâtrés, côtes fêlées, mais ce qui faisait vraiment mal ne se voyait pas à la radio. « Docteur, où est le garçon ?» demanda-t-il, la voix rauque, la bouche sèche comme du gravier. « Quel garçon, monsieur Ferraz ?»« Celui qui m'a sorti des gravats, le petit, avec le bracelet bleu. Il s'appelait Rafinha. » Le médecin échangea un regard avec l'infirmière. « Monsieur, personne n'a signalé d'enfant. Vous êtes arrivé avec les pompiers. »« C'est faux !» cria-t-il presque, tentant de se lever. « Il était là, il m'a tiré, je l'ai vu, je l'ai touché, j'ai vu le bracelet, bon sang !» L'infirmière s'approcha doucement, avec ce regard de quelqu'un qui a déjà vu des riches délirer. Balthazar frappa la civière, en colère. Mais ce n'était pas contre eux, c'était contre lui-même, parce que ce bracelet existait bel et bien. C'est lui qui l'avait fait faire, simple, en plastique. Il avait écrit de sa propre main, Raphaël, 2703. C'était il y a 22 ans, et c'était la dernière chose qu'il avait donnée, à l'enfant qu'il avait abandonné. Oui, Balthazar avait un fils, ou avait eu, ou peut-être qu'il ne l'avait jamais vraiment eu, puisqu'il s'était enfui avant même de voir l'enfant ouvrir les yeux. Le nom de la mère était Glaucia. Ils vivaient ensemble, mais ne partageaient rien. Il disait qu'il l'aimait, mais n'assumait rien. Et quand elle tomba enceinte, il disparut, laissant seulement un chèque et un bracelet. Et maintenant, 2 décennies plus tard, l'enfant au bracelet le sauve d'un immeuble effondré. Comme si le destin avait dit « Tu ne mourras pas encore. Tu vas devoir affronter ce que tu as laissé derrière. » Mais il y avait un problème. Personne ne connaissait Rafinha, ni l'hôpital, ni les pompiers, ni la liste des blessés. C'était comme si l'enfant était un fantôme ou un ange. Balthazar fit fouiller les caméras de sécurité, interrogea les employés, promit de l'argent. Rien, aucun enfant recensé dans les secours, aucun bracelet bleu. Et alors, il se souvint de la voix de l'enfant au bord des décombres. Ma mère disait que c'était le seul cadeau que mon père avait laissé. Il s'allongea dans son lit, regardant le plafond blanc, et pensa « Est-ce que Dieu m'a donné une seconde chance, ou est-il venu me demander des comptes ?» La nuit suivante, il s'échappa de l'hôpital.
en peignoir, avec son bracelet d'identification au bras et une adresse griffonnée dans la poche. Un nom, écrit au stylo, tremblant, Glaucia. Oui, il y a des passés qu'on enterre vivants, et un jour, ils creusent pour remonter. Il y a des rues qui n'apparaissent pas sur GPS, mais elles réapparaissent dans la mémoire de ceux qui ont une dette de cœur. Balthazar marcha comme une âme en peine dans les ruelles du quartier, où il avait juré de ne plus jamais mettre les pieds. Chaque coin semblait recracher un fantôme du passé. Le couloir où vivait Glaucia était toujours là. Même odeur d'huile brûlée, même portail en fer tordu, même chien dormant sur le trottoir, comme si le temps ne s'était pas écoulé. Seule chose changeait, le mur de devant. Quelqu'un avait écrit, à la peinture noire, « Une mère forte élève seule, un père lâche disparaît ». Balthazar sentit un coup de poing dans l'estomac. Ce n'était pas de la peinture, c'était un message, et peut-être une réponse. Il frappa à la porte en bois rongé avec sa main plâtrée. Rien. Il appela, une fois, deux, trois, jusqu'à ce qu'une dame ouvre la fenêtre à l'étage. « Glaucia n'est pas là », dit-elle, sèche. « Et Raphaël, son fils ?» osa-t-il. « Et vous êtes qui pour poser des questions ? » « Je suis juste un homme qui veut réparer ce qu'il a cassé. » Elle descendit. Ses yeux étaient durs comme de la terre battue. « Glaucia est morte, il y a 3 mois. Cancer. Elle a souffert en silence, comme toujours. Elle ne voulait ni hôpital ni visite. Et le garçon ? Le garçon. » Elle ricana. « Rafinha est déjà un homme, mais on ne l'a pas vu ici depuis des semaines. Il a disparu après la mort de sa mère. Personne ne sait où il est. » Balthazar sentit le sol se dérober, comme si tout s'effondrait à nouveau. Vous savez, s'il portait un bracelet bleu, avec un nom, il n'a jamais enlevé ce truc de son bras depuis tout petit. Il disait que c'était un souvenir de son père, comme si un père était un cadeau, hein ? Cracha-t-elle, venimeuse. Il baissa la tête. La femme le fixa. Vous êtes le père, n'est-ce pas ? Silence. Oui, vous arrivez tard, mais vous êtes là. Elle entra, revint avec une boîte à chaussures. Elle la lui tendit sans rien dire. Dedans, une photo fanée, une lettre jamais envoyée et l'autre bracelet, identique, rayé légèrement d'une écriture familière. « Pour quand tu reviendras ?» Balthazar s'assit sur la marche et pleura. Pas de ces pleurs bruyants. Il pleura en silence, de l'âme, comme quelqu'un qui demande pardon, sans savoir s'il sera pardonné. Et à cet instant, il entendit un murmure d'enfant ou un souvenir. « Ma mère disait que c'était le seul cadeau que mon père avait laissé. Mais maintenant, il voulait laisser plus. Il ne savait juste pas s'il en avait encore le temps. Ce qu'il ignorait, c'est que Rafinha était plus proche qu'il ne le croyait, et les retrouvailles n'allaient pas ressembler à ce qu'il imaginait. Il y a des choses qu'on n'efface ni avec le temps, ni avec de l'eau bénite. » Et ce soir-là, avec le vent soufflant de la poussière et de la nostalgie, Balthazar comprit que la culpabilité a aussi une adresse et résonne quand on s'y attend le moins. Il resta assis là pendant des heures, devant la maison de Glaucia. La ruelle se vida, la lune monta, les lampadaires clignotaient. Seul le bruit de la boîte sur ses genoux persistait, comme si elle murmurait des souvenirs à chaque fois qu'il l'ouvrait. Dedans, en plus du bracelet jumeau et de la photo fanée, il y avait une lettre. Ce n'était pas une lettre pour lui, mais de lui. Balthazar reconnut le papier, reconnut son écriture. C'était le mot qu'il avait laissé avec le chèque, 22 ans plus tôt, avant de disparaître. « Glaucia, je ne peux pas rester. Tout ça me dépasse. Prends soin de lui pour nous deux. Un jour, peut-être, je reviendrai. Peut-être. » Le mot le plus lâche qu'un homme puisse écrire. Il regarda la photo. C'était Glaucia avec l'enfant dans les bras, cheveux bouclés, yeux plissés, un sourire triste de joie. Mais l'image était découpée sur la droite, comme si quelqu'un avait arraché la partie où il apparaissait. Et au dos de la photo, à l'encre bleue, « Mon fils, ton père n'est pas parti, il a fui, mais moi, je ne t'ai jamais laissé seul. » Balthazar respira profondément. L'air semblait 2 fois plus lourd. C'est alors qu'il entendit un bruit de l'autre côté de la rue. Des pas, légers, pressés. Une ombre s'approchait. Il se leva, la photo à la main, le bras plâtré, le cœur en miettes. « Qui est là ?» demanda-t-il. Silence. D'autres pas. « Rafinha ?» Rien. Mais alors, une voix répondit, grave,
jeune, râpeuse. Mon nom, c'est Raphaël. Balthazar se figea. L'ombre s'arrêta derrière le portail rouillé. La lumière de la rue suffit à révéler. Le bracelet bleu était toujours là, usé, blanchi sur les bords, mais vivant. Le garçon était devenu un homme. Mince, grand, avec le visage de Glaucia et les yeux de Balthazar. « Pourquoi tu m'as cherché ?» demanda Raphaël. Balthazar tenta de répondre, mais sa gorge se noua. « Tu es venu donner un autre chèque ?»« Non, » murmura-t-il. « Tu es venu pleurer pour soulager ta conscience. » Silence. « Ma mère est morte, et je n'étais pas là, parce que je cherchais l'homme qu'elle disait qu'un jour reviendrait, juste pour découvrir qu'il n'a jamais eu le courage. » Balthazar s'approcha, lentement, comme s'il marchait sur des épines. « Je t'ai vu au milieu des décombres, tu m'as sauvé. »« Je ne t'ai pas sauvé. J'ai sauvé un inconnu, » répondit Raphaël, froidement. Balthazar sortit la photo et le bracelet de sa poche, les montra. « C'est tout ce qu'il me reste de vous. » Raphaël regarda mais ne prit rien. « Ça ne répare rien. Je sais. Alors pourquoi es-tu venu ? » « Parce que je veux commencer. Même si c'est à la fin. » Le portail ne s'ouvrit pas, mais la respiration du garçon changea, de lourde à tremblante. Ce que Balthazar ne savait pas, c'est que Raphaël portait un secret. Et cette histoire avait encore une dernière explosion à venir. Pas d'un bâtiment, mais de la vérité. Raphaël respirait profondément. Il semblait lutter contre sa propre poitrine. Et Balthazar, les yeux embués, attendait une chance, ne serait-ce que d'effleurer le pardon. Mais avant qu'un mot ne soit prononcé, une voiture noire tourna au coin de la rue, phares allumés, et juste derrière, une autre. 2, 3, 5, sirène basse, phares LED, porte qui claque. La police. « Balthazar Ferraz ?» cria le premier officier. Le vieil homme se retourna. « C'est moi ? Vous êtes sous mandat d'arrêt. Vous êtes suspecté de détournement de fonds, surfacturation de travaux et implication dans l'effondrement de l'immeuble Antourios. » Raphaël fit un pas en arrière. Pas en... « Ah, c'était vous, le propriétaire de cet immeuble. » Balthazar tenta de s'expliquer, mais les policiers s'approchaient déjà avec les menottes. « Attendez, je n'ai jamais demandé de couper les coups. C'était l'ingénieur corrompu. Moi aussi, je suis une victime. Vous pourrez tout expliquer au poste, monsieur Ferraz. » Et c'est là, devant le fils qu'il venait de retrouver, que le vieil homme fut menotté. Pas par vengeance divine, mais peut-être par une justice longtemps retardée. Mais avant d'être mis dans la voiture, Balthazar regarda de nouveau Raphaël. « Ta mère, elle t'a laissé quelque chose ?» Raphaël hésita. Puis il sortit de sa poche une feuille pliée, déjà jaunie. « Elle a écrit ça le jour où elle a commencé à cracher du sang. Je l'ai ouverte seulement hier. » Balthazar avala sa salive. « Je peux voir ?» Raphaël ouvrit lentement et lut à voix haute, presque comme une prière. « Si un jour ton père revient, ne l'écoute pas. Regarde ce qu'il fait. S'il fuit encore, laisse-le partir. Mais s'il s'arrête et pleure enfin, donne-lui ceci. » Dans un coin de la feuille, agrafée, une enveloppe, avec le sceau d'un notaire. Raphaël tendit le document au policier. « Ceci est un testament de ma mère, et il porte un nom, Raphaël Ferraz. » Le policier le regarda et s'arrêta. Balthazar, stupéfait, essayait de comprendre. « Elle m'a inscrit comme père ?» Raphaël hocha la tête lentement. « Elle disait que le sang ne fait pas un père, mais qu'un nom pouvait peut-être un jour le mériter. » Balthazar pleura à nouveau, mais cette fois sans honte, devant la loi, devant son fils, devant le monde. Mais le pire restait à venir. Dans cette enveloppe, il y avait aussi une deuxième feuille, non écrite par Glaucia, mais par quelqu'un d'inattendu, quelqu'un qui pourrait faire basculer toute l'histoire. Et le nom signé était celui d'un homme déjà mort. Et un mort ne peut pas se défendre. Il y a des silences plus lourds que des cris. Et ce soir-là, dans le gyrophare rouge éclairant la rue, Balthazar fut emporté non seulement par la police, mais par les fantômes qu'il avait lui-même créés. Raphaël resta debout sur le trottoir. La feuille du testament tremblait encore entre ses mains, mais ce qui faisait vraiment trembler son cœur, c'était la deuxième page, une signature, claire, ferme, reconnaissable. Heitor Silvera. Ce nom tomba comme un éclair dans un ciel bleu.
Heitor avait été le partenaire de Balthazar dans les années 90, ingénieur en chef de la société Ferraz & Silvera, mort il y a 18 ans dans un accident de voiture, quelques jours après avoir envoyé une dénonciation anonyme au parquet. À l'époque, on disait que les freins avaient lâché, mais Glaucia, elle savait, elle avait toujours su, et elle avait tout raconté à son fils, peu avant de partir. Dans la lettre jointe au testament, écrite à la main, on pouvait lire « Raphaël, si tu lis ceci, c'est que je ne suis pas revenu de l'hôpital. J'ai essayé de te protéger de ce que la vérité pouvait faire à ton cœur. Mais maintenant, elle est ton héritage. Heitor était ton vrai père. Balthazar n'a signé les papiers que pour retirer le nom d'un homme qui l'a aidé à tuer. » Le papier glissa des mains de Raphaël. Le monde tourna lentement, douloureusement. Son estomac se retourna. Le bracelet bleu pesait comme une chaîne. « Non, c'est pas possible, » murmura-t-il. Mais si, l'homme qu'il croyait l'avoir abandonné n'était qu'un imposteur, un assassin déguisé en père, et celui qu'il aurait dû haïr pour ne jamais être venu, était mort en essayant de faire ce qui était juste. Glaucia avait tout caché pour protéger le cœur de son fils. Mais le temps réclame son dû, et maintenant, l'enfant des décombres ne savait plus qui il était. Ce portail de fer devint une prison, et la ruelle, un cimetière de souvenirs. Des heures plus tard, Raphaël se rendit dans l'ancien siège de la société de construction, un immeuble abandonné avec des graffitis sur les murs et des vitres brisées. Là, il trouva de vieux documents, des photos de chantier et un tiroir secret verrouillé avec le même sceau que l'enveloppe du testament. Il n'hésita pas, il força avec un tournevis. À l'intérieur, un CD. Sur l'étiquette, écrit au feutre, « Si quelque chose m'arrive, remets ceci à la police. HS. » Le cœur de Raphaël battait à tout rompre, car là se trouvait peut-être la confession complète, et peut-être la clé d'une justice que personne n'avait eu le courage de réclamer. Mais qui a dit que la vérité venait facilement? Cette même nuit, quelqu'un le suivit jusque chez lui, et alors qu'il branchait l'ordinateur pour voir le contenu du CD, la lumière s'éteignit. Toute la rue fut plongée dans le noir, et par la fenêtre, il vit une voiture garée, phares éteint, vitres teintées. Quelqu'un ne voulait pas qu'il voie ce qu'il y avait sur ce disque, et cette fois, il était seul. Il y a des nuits qui ne sont pas sombres à cause de l'absence de lumière. Elles sont sombres parce que la peur s'installe dans les recoins du cœur et fait taire jusqu'aux os. Raphaël resta là, immobile, dans le noir de sa chambre. La seule lumière venait de la rue, filtrée par le store tordu. Le CD était sur ses genoux, l'ordinateur mort. Et dehors, la voiture, toujours là. L'horloge faisait un bruit insupportable. Tic, tac, tic, comme un compte à rebours avant une nouvelle explosion. Il se leva lentement, sans bruit, attrapa son téléphone, pas de signal. Il alla jusqu'à la cuisine, tenta d'allumer la lumière. Rien. Et puis, un bruit, toc, toc, toc. Ce n'était pas à la porte, c'était à la fenêtre. Une ombre. « Raphaël » souffla une voix de l'extérieur. « Qui est là » cria-t-il. « Ouvre, c'est à propos de ton père. » Il hésita. Son corps voulait fuir, mais son cœur voulait savoir. Il ouvrit lentement le rideau. De l'autre côté de la vitre, un homme cagoulé, visage couvert, sauf les yeux. Des yeux fatigués, des yeux qui avaient trop vu. « J'ai quelque chose que tu dois entendre. C'est à propos de ce qu'il y a sur ce CD. Je travaillais avec Heitor. De qui êtes-vous? Peu importe. Ce qui importe, c'est ce que Balthazar a fait. Le disque que tu as n'est que la moitié. L'autre moitié est avec moi. » Raphaël ouvrit juste assez la fenêtre pour prendre l'enveloppe tendue. Heitor savait qu'il allait mourir. Il m'a confié des copies de tout, mais je n'ai jamais eu le courage. Jusqu'à maintenant. Pourquoi maintenant? Parce que tu es son fils. Et parce que maintenant, la justice peut avoir un visage. Avant que Raphaël ne puisse dire un mot de plus, l'homme disparut dans l'obscurité, comme avalé par la nuit. Raphaël referma la fenêtre, verrouilla toutes les portes. Il trouva une batterie de secours dans les affaires de sa mère et relança son ordinateur. Il inséra le CD et la vidéo démarra. Écran noir, puis une image tremblante d'une caméra cachée. Heitor Silveira, assis dans un petit bureau,
entouré de plans de bâtiments. Et puis, la phrase « Si tu regardes ceci, c'est que je n'ai pas réussi à m'en sortir. Ce que je vais dire peut me tuer, mais ça peut sauver beaucoup de gens. » Raphaël retint son souffle. Heitor parlait de détournement de millions, de béton remplacé par du sable, d'immeubles vendus avec des documents falsifiés, et d'un contrat en particulier, celui de l'immeuble Anturios, celui qui s'était effondré, avec Balthazar à l'intérieur. J'ai signé ça, mais on m'y a forcé, ils m'ont menacé. Un jour après l'enregistrement de cette vidéo, je vais tout remettre au procureur. Si je ne reviens pas, sachez que c'est Balthazar Ferraz. L'enregistrement s'arrêta. Le silence explosa dans la pièce. Raphaël s'effondra sur sa chaise, le visage blême, l'âme tremblante. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Cette nuit-là, le fils devint guerrier. Et le lendemain, à 8 heures précises, il se rendit au ministère public, remit tout, et dit « Je m'appelle Raphaël Silveira, fils de l'homme qu'ils ont voulu faire taire. Mais maintenant, c'est moi qui vais parler. » À l'autre bout de la ville, Balthazar apprenait la nouvelle de sa détention préventive. Mais, plus que les menottes, c'était le nom Silveira, résonnant à la télévision, qui lui faisait le plus mal, parce que la vérité venait enfin de naître, et elle portait le visage du garçon au bracelet bleu. Certaines batailles ne se gagnent pas avec des épées, mais avec le courage de déterrer le passé devant tout le monde, même si ça fait mal. Et Raphaël était parti en guerre. Lors de l'audience préliminaire, la salle du tribunal était comble. Caméras, journalistes, politiciens. Balthazar, en costume, assis entre deux avocats coûteux, mais pour la première fois, avec le visage d'un vieil homme et non celui d'un intouchable. Raphaël entra, une pochette à la main. Dedans, le CD, la lettre de sa mère, le testament et le nom qu'il avait juré de ne jamais porter, mais qu'il brandissait maintenant avec fierté. Silence dans la salle quand il passa, comme si le sol reconnaissait le poids que ce jeune homme portait dans ses pas. Le juge réclama l'ordre. « Monsieur Raphaël Silveira a la parole. » Il se leva, regarda la salle, puis l'homme qui portait encore le titre de père. « Monsieur le juge, je ne suis pas venu chercher la vengeance. Je suis venu chercher la vérité. Pendant des années, j'ai cru avoir été abandonné. Mais la vérité est pire. J'ai été effacé. Mon père, le vrai, est mort en essayant de sauver des innocents. Et cet homme ici, il désigna Balthazar, a pris sa place et a presque réussi à me faire aimer le coupable de la mort de celui qui m'a donné la vie. » La salle retint son souffle. Raphaël poursuivit. « Ce CD contient la confession de l'ingénieur Heitor Silveira, mon père biologique. Il montre qu'il a tenté de dénoncer les crimes de l'entreprise et qu'il a été tué pour cela. »« Des preuves ?» demanda l'avocat de Balthazar. « Le CD, la lettre, le testament et désormais le rapport d'expertise confirmant que l'explosion de l'immeuble a été provoquée par des matériaux non conformes, tous commandés sur ordre direct de Balthazar Ferraz. » Balthazar baissa la tête. Le monde qu'il avait construit s'effondrait à nouveau. Le juge suspendit l'audience. Mais il n'y avait plus de doute. Les médias explosèrent. Raphaël devint le symbole d'un nouveau temps. Le garçon au bracelet bleu était devenu le nom de la justice. Quelques jours plus tard, il retourna à l'hôpital abandonné où sa mère avait passé ses derniers jours. Il y laissa une fleur et un mot. « Tu m'as appris à être fort. Maintenant, je vais apprendre au monde à écouter les faibles. » Mais ce qui lui manquait vraiment, c'était un câlin. Ni de son père mort trop tôt, ni de l'autre, qui avait vécu trop longtemps pour savoir aimer. En prison, Balthazar reçut une lettre, écrite à la main, sans rancune, mais sans pardon. « Tu ne m'as pas sauvé des décombres. C'est moi qui t'ai sorti des tiens. Et maintenant, chacun doit apprendre à vivre avec ce qui lui reste. » Il lut la lettre en silence, la plia, la rangea dans la poche de sa tenue orange, et pleura, non pas d'être emprisonné, mais parce qu'il savait que le seul fils qu'il avait eu près de lui ne l'appellerait plus jamais papa. Il y a des choses qu'on perd avant même de les gagner, et Raphaël a perdu un père pour trouver une mission. Il a perdu l'illusion pour bâtir la vérité. Il a perdu son enfance, mais reconstruit son propre nom. 2 mois après le procès, la ville parlait encore de l'affaire.
Émissions de télévision, journaux, radios, réseaux sociaux, tous répétaient la même phrase. Rafael Silveira, fils de l'ingénieur assassiné, démasque le milliardaire Balthazar Ferraz lors d'un procès historique. Mais Rafael ne cherchait pas la gloire. Il voulait une justice avec fondation et une mémoire avec structure. Il utilisa une partie de l'indemnisation reçue, à contre-cœur, pour créer quelque chose que personne n'attendait. L'Institut Heitor Silveira. Un centre communautaire construit sur le terrain où l'immeuble Anturios s'était effondré. Là où avant régnait la douleur, allait naître l'espoir. La plaque à l'entrée disait « Ici, le sol s'est brisé. Désormais, il soutiendra les rêves du peuple. » Cours gratuits de maçonnerie, électricité, jardinage, soutien scolaire pour les enfants et surtout un musée de la mémoire, racontant l'histoire des ouvriers oubliés, des familles ayant tout perdu, et d'un garçon qui n'avait jamais retiré son bracelet de naissance. Le jour de l'inauguration, des centaines de personnes étaient présentes. Mais Raphaël resta au fond, discret. Il n'apparut que lorsque son nom fut appelé au micro. « Rafael Silveira, l'Institut porte votre nom et votre courage. Parlez-nous. » Il monta sur l'estrade improvisée. Le micro tremblait entre ses mains. Mais sa voix était ferme. Ma mère disait toujours « On peut naître petit, mais on n'est pas obligé de mourir invisible. » Et mon père a laissé une graine que je ne comprends que maintenant. Le monde essaie de nous enterrer, sans savoir que nous sommes des racines. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de vengeance, il s'agit de reconstruction. Je ne suis pas venu effacer le nom de Balthazar Ferraz, je suis venu faire fleurir le nom d'Heitor Silveira. Les applaudissements furent sincères. Mais ce qui toucha le plus, ce fut le geste qui suivit. Raphaël retira le bracelet bleu de son bras, l'embrassa et le plaça dans un bloc de verre transparent au centre de la salle principale de l'Institut. Une plaque en dessous disait « Le bracelet qui m'a donné un nom protège désormais celui qui m'a donné la vie. » En prison, Balthazar vit la scène à la télévision. Seul, dans un coin de sa cellule, il étouffa un sanglot. C'est là qu'il comprit qu'il avait tout perdu et que rien de tout cela ne lui avait jamais appartenu. Car la paternité, ce n'est pas une question d'ADN, c'est une question de présence. Et la présence de Balthazar avait toujours été une absence. Heitor, lui, même mort, avait bâti davantage. Quelques jours plus tard, Raphaël reçut une enveloppe, envoyée depuis la prison, sans expéditeur. À l'intérieur, une simple feuille, une demande de pardon, mal écrite, et un morceau du premier bracelet, l'original, celui que Balthazar avait fait faire 22 ans auparavant. Au verso, écrit d'une main tremblante, « Le bracelet était à toi, la lâcheté à moi. Maintenant, que le nom soit à toi. » Raphaël lut, plia, garda, mais ne répondit pas, parce que parfois, le silence est le seul héritage que l'on peut laisser à celui qui est arrivé trop tard. Il y a des douleurs qu'on n'oublie pas, mais sur lesquelles on apprend à planter, pour que d'autres histoires y poussent. Raphaël se levait tôt, à l'aube, arpentant les couloirs de l'Institut. Il aimait l'odeur du ciment frais mêlé au café des bénévoles. Il aimait le rire des enfants, les coups de pioche, les voix qui se mêlaient en rêve. Mais ce jour-là, il portait quelque chose dans sa poche, quelque chose qu'il devait enterrer. Il alla jusqu'au parterre central du jardin tout juste inauguré, s'agenouilla et commença à creuser, à main nue. « Mais qu'est-ce que tu fais, monsieur ?» demanda une petite voix derrière lui. C'était un petit garçon. Le badge indiquait « Joka, 6 ans, yeux comme des fruits de jaboticaba ». Raphaël sourit. « Je plante une mémoire. C'est un fruit ? » ?»« Non, c'est plus rare. Ça fait des racines invisibles. Mais si ça pousse bien, ça devient justice. » L'enfant rit, sans comprendre mais resta. Et là, dans la terre sombre, Raphaël plaça le morceau du vieux bracelet. Celui que Balthazar avait envoyé depuis la prison. Non comme souvenir, mais comme confession. Il recouvrit de terre, puis planta une petite pancarte avec un vers. « De ce qui m'a blessé, j'ai fait racine. De ce qu'on m'a refusé, j'ai fait chemin. » Joka lut la plaque et demanda « Ce Raphaël, c'est toi ?» C'était moi. Maintenant, c'est tous ceux qu'on a oubliés. Et l'homme du bracelet, c'était ton papa ?
c'était une partie de mon histoire. Mais un vrai père, c'est celui qui laisse quelque chose à transmettre. À ce moment-là, un groupe de bénévoles appela Raphaël. Une jeune mère avait besoin d'une place pour son fils. Le père était mort dans un chantier clandestin. La même histoire, d'autres noms, d'autres visages, mais la même blessure. Raphaël y alla, écouta, accueillit. Et ce soir-là, pendant le cours inaugural de construction, quelque chose d'inattendu se produisit. Le professeur, ancien maçon retraité, demanda aux élèves d'écrire un mot sur une brique. Un seul, celui qui leur avait le plus manqué dans la vie. Un écrivit « paix », un autre « repas », une jeune fille « respect ». Quand ce fut le tour de Raphaël, il prit la brique, réfléchit et écrivit « présence ». Puis, il plaça la brique dans les fondations symboliques de la nouvelle aile pour enfants. Là où des enfants orphelins, abandonnés ou à la rue auraient du soutien scolaire, un psychologue, des repas et des câlins. Mais cette nuit-là, seul, il retourna au parterre, s'assit au bord de la terre où il avait enterré le bracelet, et pleura, pas de douleur, mais de libération, parce qu'enterrer cela, ce n'était pas oublier, c'était ancrer le sol pour marcher autrement. Des années passèrent, l'institut devint une référence, l'école de l'oublié, un modèle. Et Raphaël, autrefois simplement le garçon au bracelet, était désormais l'homme qui a reconstruit son père. Mais ce soir-là, il n'était ni en réunion, ni en conférence. Il était sur le porche d'une maison simple, en bois, dans la montagne, assis sur un fauteuil à bascule, le regard paisible, la barbe mal rasée, et l'âme en paix. Dans sa main, un bracelet, l'original, en plastique bleu, usé par le temps, avec le nom Raffinia, encore lisible. À côté, Malu, maintenant adolescente, lunettes sur le nez, toujours pleine de questions. « Tonton Rafa, pourquoi tu gardes encore ça ?»« Parce que c'est mon commencement. Mais ça a fait mal, justement pour ça. C'est de là que je viens, c'est de là que j'ai grimpé. » Elle posa sa main sur son bras. « Tu sais ce que je pense? Dis-moi. Un jour, ils voudront faire un film de ta vie. » Il rit. S'ils le font, qu'ils montrent aussi le côté moche, la partie sombre, les hontes, parce que c'est par les fissures que la lumière entre. Elle resta silencieuse. Le vent souffla doucement. L'odeur des herbes envahit le porche. Et puis, elle posa la question qu'elle gardait depuis des années. « Tu l'as pardonné, ton père ?» Raphaël mit du temps à répondre. Il regarda le ciel, les arbres, le bracelet, et dit « Je ne l'ai pas pardonné avec des mots. Je l'ai pardonné avec ce que j'ai construit. Je suis son pardon. Et ça, personne ne l'efface. » Malu sourit. « Je peux garder le bracelet un moment ?» Raphaël réfléchit, puis sortit de sa poche un autre. « L'original reste avec moi. Mais celui-ci, c'est pour que tu commences ton histoire. » Elle le prit, le mit à son poignet, lut le nom inscrit « Malu S.F. » Silence. Puis Raphaël ferma les yeux. Comme on ferme un livre, une prière, une maison, et dit doucement comme un vieux sage, « Il y a des gens qui naissent invisibles, mais qui ne sont pas nés pour rester effacés. » Il regarda la caméra imaginaire, celle que la vie prétend avoir, et chuchota, « Si toi aussi tu as un bracelet comme ça, ne le cache pas, montre au monde ce qu'on t'a fait, et puis apprends-lui à faire mieux. Fin. »